Ici le compteur. Ferme les yeux, respire doucement. Laisse le silence se déposer autour de toi, comme une fine poussière sur un tatami immobile. Imagine, c'est l'aube. Un léger voile de brume danse au-dessus des toits d'une ville encore endormie. Hiroshima, 6 août 1945. Il fait déjà chaud. Les cigales chantent. Le ciel est si bleu qu'il semble irréel. Dans les ruelles étroites, des enfants trottinent pieds nus vers l'école. Un vieil homme arrose son jardin. Une femme étend le linge sur une corde tendue entre deux cerisiers. Le monde est calme, le monde est paisible, et pourtant, quelque part dans l'invisible, un grondement silencieux approche. Ce que tu vas entendre ce soir n'est pas une leçon d'histoire, c'est un voyage intérieur, une traversée lente et douce dans les souvenirs d'une ville. Nous marcherons ensemble, pas à pas, dans le souffle suspendu de cette journée. Non pas pour revivre la douleur, mais pour écouter, pour comprendre, pour ne pas oublier. Laisse-toi porter, oublie l'écran, oublie le temps. Tu es là avec moi et tout commence. Maintenant, Hiroshima s'éveille lentement, enveloppé d'une lumière douce qui glisse sur les toits de tuiles noires, s'accroche aux vitres des maisons de bois, puis s'étire sur les rizières qui bordent la ville. Ce matin-là, comme tous les autres avant lui, ne laisse présager rien d'inhabituel. Le ciel est pur, d'un bleu si clair qu'il semble fragile. Le vent est presque absent, et dans cette immobilité naît une étrange harmonie. À l'intérieur des maisons basses, les tatamis craquent sous les pas lents des habitants. Un jeune garçon, Hajime, âgé de 10 ans, enfile son uniforme d'écolier avec soin. Sa mère lui noue un foulard blanc autour du cou, le regarde avec tendresse, puis retourne vers la cuisine pour surveiller le riz qui cuit à la vapeur. Elle fredonne un air ancien, presque oublié, pendant que la radio grésille faiblement dans un coin, un message officiel, une musique, puis le silence. Le père de Hajime lit le journal, assis en tailleur près de la fenêtre, les sourcils froncés. Il y est question de guerre, encore, de débarquement, d'avions ennemis, mais tout cela semble si loin. Ici, à Hiroshima, la guerre existe surtout dans les rations, les queues devant les épiceries, les uniformes sombres croisés dans la rue. Le bruit d'un balai sur le sol de pierre résonne dans la cour intérieure d'un temple. Un moine âgé balaie lentement, ses gestes précis, répétitifs, presque méditatifs. Les clochettes suspendues aux poutres tintent doucement. Plus loin, au bord de la rivière Motoyasu, une jeune fille assise sur les marches en pierre, les pieds nus dans l'eau tiède, écrit une lettre à son frère parti au front. Elle trempe son pinceau dans l'encre, le regarde longuement, puis trace les idéogrammes comme des pétales de cerisier tombant sur le papier. Elle sourit, elle pense à lui, elle pense au retour, à la paix. Dans les rues commerçantes, les étals se remplissent lentement. Une vieille dame vend des éventails peints à la main. Son petit-fils l'aide, trop jeune pour comprendre pourquoi certains clients paient en silence, avec des gestes fatigués. Les tramways glissent doucement sur leurs rails, grincent à chaque virage. Un jeune homme tout juste mobilisé serre contre lui une lettre d'adieu qu'il n'ose pas encore envoyer. Il regarde la ville, tente d'en mémoriser les contours, les bruits, les odeurs. Peut-être pour la dernière fois, une cloche d'école sonne. Les enfants courent, rient, se poussent gentiment. Une institutrice les accueille avec un large sourire. Elle a cousu elle-même sa robe d'été, légère, bleue. Elle aime son métier. Elle ne sait pas que cette journée sera la dernière. Au marché, les voix se mêlent. Des femmes choisissent des légumes, échangent des nouvelles,
rien parfois pour oublier l'ombre de la guerre. Un bébé pleure, sa mère le berce, le serre contre elle. Une odeur de poisson séché flotte dans l'air, mélangée à celle du bois chaud, du cuir, du thé. Hiroshima est vivante, entièrement, dans ses gestes ordinaires, dans ses routines invisibles, dans ses battements tranquilles. Rien, absolument rien, ne laisse imaginer ce qui se prépare à 9000 mètres au-dessus d'eux. Dans le ciel encore limpide, un avion unique traverse l'horizon, lentement, presque silencieusement. Il s'appelle Enola Gay. À son bord, des hommes en uniforme, silencieux eux aussi, regardent le chronomètre, vérifient les leviers, respirent plus fort. L'un d'eux tient entre ses mains un objet étrange, brillant, métallique. Il l'appelle Little Boy. Mais en bas, à Hiroshima, personne ne sait, personne ne sent. Tout est calme. Un chat s'étire sur le rebord d'une fenêtre. Un papillon traverse un jardin de pierre. Un garçonnet apprend à faire voler un cerf-volant. Un vieillard relit un haïku ancien en buvant son thé. Les aiguilles de l'horloge tournent lentement. 7 heures, 7 heures, 30, 8 heures. La lumière devient plus blanche, plus vive. Le soleil grimpe inlassable. Dans une maison du quartier de Nakajima, une jeune mère donne le sein à son enfant. Elle regarde par la fenêtre et pense à l'avenir. Elle ne sait pas qu'il s'éteindra dans quelques minutes. Le moine continue de balayer. La fillette au bord de la rivière relit sa lettre. Un tramway entre en gare, ses passagers descendent. Un professeur allume la lumière dans une salle de classe. Un vieux horloger ajuste la montre d'un client. Un couple se dit au revoir sur le pas d'une porte. La vie, toujours, partout, dans chaque recoin de la ville, dans chaque souffle. Puis, sans qu'on le sache encore, sans qu'on puisse le voir ni le sentir, le ciel commence à s'ouvrir. 8 heures, 15 minutes et quelques secondes. À cet instant précis, quelque part au-dessus de la ville, une porte invisible s'ouvre. Il n'y a pas de cri, pas d'alerte, pas de signe avant-coureur, juste un battement d'ailes dans le ciel, un léger frémissement dans l'air, presque imperceptible, et puis la lumière, une lumière si blanche, si pure, qu'elle efface tout, comme si le soleil lui-même était tombé sur la terre, dans un souffle sans voix. Le temps, lui, ne s'arrête pas. Mais il ralentit, il se dilate, il devient coton, vapeur, mirage. Les secondes deviennent longues comme des heures. Dans les ruelles d'Hiroshima, un chat lève les yeux vers le ciel. Il ne comprend pas, son pelage se hérisse. La chaleur est étrange, soudaine, sans source. Dans une salle de classe, des enfants tournent la tête en même temps, comme attirés par une intuition silencieuse. Leurs yeux s'ouvrent grands, mais ils ne voient rien, juste une lumière derrière les paupières, un éclair silencieux. Dans une cuisine, une femme laisse tomber une louche de soupe miso. Elle claque au sol, et c'est le dernier son qu'elle entendra avant le silence. La lumière entre partout, sans frapper. Elle passe les vitres, les murs, la peau, les pensées. Elle transperce tout, comme une flèche sensible. Dans le jardin du temple, le moine s'est figé. Son balai à la main, il regarde le ciel devenir blanc, irréel. Il pense à Bouddha, à l'impermanence, à l'instant. Puis le souffle vient, pas tout de suite. Il faut attendre, comme on attend l'écho d'un tonnerre après l'éclair. 1, 2 secondes, peut-être 3, puis la ville respire, à l'envers. Le vent ne souffle pas, il arrache. Il n'effleure pas, il retourne. Un souffle brûlant, circulaire, avale les toits, les arbres, les fenêtres, les corps. Ce n'est pas un vent naturel, c'est un cri sans gorge,
une colère sans visage, une vague de feu, de poussière, de verre, de bois, de chair. Mais tout cela, ceux qui sont encore là ne le comprennent pas. Ils ressentent. Ils flottent dans un monde qui n'a plus ni haut ni bas. Le sol devient ciel, les maisons deviennent fumée, les visages se dissolvent dans la lumière. Un vieillard, à genoux devant son autel familial, ne comprend pas pourquoi le mur vient de s'effondrer, pourquoi le sol tremble, pourquoi il sent sa peau chauffer sans feu visible. Un enfant court sans but, les bras tendus, à travers une rue qui n'existe plus. Il cherche sa mère. Il ne pleure pas. Il ne parle pas. Il est couvert de poussière, comme une statue brisée. Dans la rivière Motoyasu, l'eau devient refuge. Des dizaines de corps s'y jettent instinctivement. La chaleur est partout, la respiration est coupée, les sons sont étouffés. C'est une ville sans bruit, mais pleine de cris. Un professeur blessé ouvre les yeux. Il ne comprend pas pourquoi le toit s'est envolé. Il cherche ses élèves, mais il ne voit plus très bien. Il sent son visage. Il sent que quelque chose coule. Il pense que c'est de la sueur, mais c'est du sang. Une femme serre son bébé contre elle. Elle ne bouge pas. Elle ne sait pas que tout est déjà terminé. Dans le ciel, un champignon géant monte lentement. Il n'est pas vu par ceux qui sont en bas. Il est vu de loin, d'une autre ville, d'un avion. Il est beau, presque, un arbre inversé, une fleur immense, une torche muette. Mais en bas, à Hiroshima, plus rien ne bouge. La chaleur a tout figé, le bois, la pierre, la chair, même le temps, même les pensées, même les oiseaux. Une statue fond, une horloge s'arrête, un silence inhumain s'installe, mais ce silence est vivant, il vibre, il contient tout, les adieux que personne n'a eu le temps de dire, les dernières pensées inachevées, les souvenirs effacés d'un instant à l'autre. Dans une rue, un garçon marche. Il a survécu. Il ne sait pas comment. Il marche entre les ruines. Il cherche un repère. Il ne trouve rien. Il a les mains brûlées, les pieds nus, les yeux ouverts, mais absents. Il croise une fillette couverte de cendres. Il se regarde. Il ne parle pas. Le langage n'existe plus, seulement les gestes, seulement la survie, seulement l'incompréhension. Le vent s'est tu, la lumière s'est dissipée, mais l'air est lourd, il a changé, il est dense, amer, rempli de particules invisibles, une poussière fine, grise, colle à la peau, entre dans les poumons. Le jour continue, mais ce n'est plus un jour, c'est un autre monde, celui d'après, un monde de silence, de lumière figée, d'ombre sur les murs, d'empreintes humaines gravées dans la pierre, des silhouettes devenues traces, gravées par la lumière, un monde suspendu. Hiroshima n'est plus, pas comme avant, ce qui reste est un écho. Un fantôme de ville, une mémoire brûlée dans le sol. Et pourtant, au milieu de ce chaos, certains cœurs battent encore, faiblement, lentement. Et c'est cela qui commence maintenant, l'après. La lumière s'est éteinte, le souffle est passé, il ne reste que le silence. Un silence lourd, collant, suspendu dans l'air comme un drap humide. Hiroshima, quelques minutes après l'explosion, ne ressemble plus à une ville. C'est un désert fumant, une étendue d'ombres et de cendres. Le sol est brûlant, par endroits même fondu. Des pans entiers de quartiers ont disparu, comme soufflés, arrachés du monde. Mais dans ce néant déformé, quelque chose bouge. Lentement, des formes humaines émergent. D'abord à genoux, puis debout,
titubantes, silencieuses. Leurs visages sont noirs de suie, leurs vêtements en lambeaux ou fondus sur leur peau. Ils ne pleurent pas, ils ne crient pas, ils avancent, les bras tendus devant eux, comme pour tâtonner dans l'obscurité. Mais il fait jour, il fait encore jour, un jour étrange, sale, assourdi. La poussière flotte dans l'air, si dense qu'elle trouble la lumière. On respire mal, on pense encore moins. Tout a disparu, mais on ne comprend pas quoi. Une jeune femme marche pieds nus sur des morceaux de verre sans même s'arrêter. Elle tient la main d'un enfant, mais l'enfant ne bouge plus. Elle ne le sait pas encore. Elle avance, machinalement, parce que s'arrêter serait mourir. Un adolescent aide un vieil homme à se lever. Il ne le connaît pas, il ne parle pas, il le soutient. Ils avancent, ensemble. Vers où? Personne ne sait. La rivière devient un refuge. Des centaines de corps s'y plongent pour éteindre le feu sur leur peau, pour fuir la chaleur. Beaucoup n'en sortiront pas. L'eau elle-même semble bouillir. Un tramway renversé fume dans une rue éventrée. Son conducteur est toujours là, figé, les mains crispées sur un levier qui n'existe plus. Une école n'est plus qu'un squelette de bois calciné. Des cartables fondus, des chaussures alignées, des pupitres projetés contre les murs. L'institutrice est allongée devant l'entrée, immobile. Autour d'elle, des enfants encore vivants la regardent, sans comprendre. Le monde s'est inversé. Les gestes n'ont plus de sens. Un garçon marche à côté d'un chien blessé. Ils avancent à la même allure comme deux frères d'infortune. Le chien boite, le garçon aussi. Ils ne se quittent pas. Dans les quartiers plus éloignés de l'épicentre, certains bâtiments sont encore debout, mais leurs intérieurs sont éventrés. Les maisons ont perdu leurs murs, mais les tatamis, parfois, sont encore là, comme des radeaux posés sur un sol d'os et de braise. Le sol est jonché de papiers brûlés, de photos noircies, de lettres inachevées. Des souvenirs flottent dans l'air, mélangés à la cendre. Et ce silence, toujours ce silence, comme si le monde entier retenait son souffle. Les oiseaux ont fui, le vent ne souffle plus. Seuls les pas lents des survivants résonnent étouffés par la poussière. Au centre-ville, là où tout s'est concentré, il ne reste presque rien. Le dôme de Genbaku, construit en pierre et en acier, tient encore debout, comme un témoin muet. Tout autour, c'est le néant. Les arbres ont brûlé, les rails sont tordus, les ponts se sont effondrés. Le sol lui-même semble avoir été griffé par une main géante. Et pourtant, la vie est là, cachée, têtue, infime. Une femme respire encore. Un homme parle tout bas, répète un nom sans arrêt. Une enfant s'accroche à un sac de riz. Un médecin blessé tente de soigner avec presque rien. Il arrache sa chemise pour faire des bandages. Il murmure des mots rassurants, même s'il n'y croit plus. Il continue, parce qu'il faut continuer. Dans un parc, une centaine de personnes s'est regroupée. Ils s'installent comme ils peuvent. Certains prient, d'autres chantent faiblement. Un homme distribue de l'eau. Il ne parle pas. Il tend simplement sa gourde encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit vide. Puis il s'assied et pleure en silence. Les heures passent, lentes, suspendues. Le soleil monte encore comme si de rien n'était. Mais la lumière est cruelle, elle révèle tout. Les visages brûlés, les corps couverts de cloques, les regards perdus. À la radio, rien. Aucun message, aucune explication. L'armée ne comprend pas, les autorités non plus.
Ce qui s'est passé dépasse l'entendement. On parle d'un nouveau type de bombe, d'une arme inconnue. Mais les mots ne servent à rien ici. Ce que les survivants vivent n'a pas de nom. Dans les hôpitaux de fortune, des infirmières savent faire. Elles n'ont ni pansement, ni désinfectant, mais elles ont leurs mains et elles les utilisent. Elles lavent les plaies avec de l'eau de pluie. Elles chantent des berceuses aux enfants mourants. Un moine récite des sutras pour ceux qui ne peuvent plus prier. Le ciel, lui, reste vide. Pas d'avion, pas de secours. Juste une lumière étrange, pâle, irréelle. Et cette poussière, toujours, elle entre partout. Elle couvre les cheveux, les lèvres, les cils. Elle s'infiltre dans les maisons, les vêtements, les souvenirs. Certains cherchent leurs proches. Ils crient des prénoms. Ils fouillent les décombres à main nue, nus. Ils retrouvent une photo, un bijou, un morceau de tissu. Ils s'effondrent, puis se relèvent et continuent. D'autres marchent sans but, incapables de parler. Leurs yeux sont ouverts, mais leur esprit est ailleurs, comme absent, comme envolé. Il n'y a pas de sirène, pas de pompiers, pas de fin, juste cette longue attente, sans réponse, sans secours, sans promesse. Et dans ce chaos, certains gestes de bonté surgissent. Un bol de riz partagé, une main tendue, une couverture posée sur des épaules tremblantes. La nuit commence à tomber. Les ombres s'allongent sur les ruines, mais les survivants savent que le plus dur commence maintenant, car ce n'est plus l'explosion qu'ils doivent craindre ou à craindre, c'est l'après, la douleur, la soif, l'oubli, et ce qu'ils ne savent pas encore, la radioactivité invisible, silencieuse, qui s'infiltre déjà dans leurs cellules, dans leur sang, dans leur lendemain. Pourtant, sous les cendres, sous les larmes, un souffle persiste, faible mais tenace. La ville respire encore, brisée mais vivante. Hiroshima ne sait pas qu'elle vient d'entrer dans l'histoire. Elle ne sait pas qu'elle deviendra symbole. Elle ne sait pas qu'on parlera d'elle pendant des siècles. Ce qu'elle sait à cet instant, c'est la douleur, la perte, l'effroi. Et pourtant, dans cette nuit qui tombe, une bougie s'allume, puis une autre encore. Le lendemain, la ville est toujours là, ou plutôt, ce qu'il en reste, une carcasse, un squelette fumant, un souvenir de ville. Et pourtant, dans ce décor d'après-fin du monde, les jours recommencent. Le soleil se lève, timide, à travers un ciel voilé de particules fines. La lumière n'est plus la même. Elle est filtrée par la cendre en suspension, tamisée par une brume artificielle qui ne quitte plus l'horizon. Et pourtant, les survivants se lèvent. Ils se mettent en mouvement, lentement, comme des automates fatigués. Leurs gestes sont simples, élémentaires. Ils marchent, ils cherchent, ils ramassent, ils creusent, ils boivent. Quand il y a de l'eau, ils mangent. Quand il y a quelque chose à manger, beaucoup n'ont rien. Rien qu'un corps douloureux, une mémoire trouée et cette poussière qui colle à la peau. Dans un quartier épargné par le feu, un hôpital de fortune s'est improvisé. Les couloirs sont pleins. Les blessés sont couchés à même le sol, dans les escaliers, dans les coins. Les médecins n'ont plus de matériel, plus d'alcool, plus de morphine, plus de bandages. Ils font avec des linges sales, des mains tremblantes et une volonté farouche. Une infirmière tient la main d'un homme brûlé. Elle lui parle doucement, même s'il ne répond pas. Elle parle pour que le silence ne le dévore pas. Dans un champ proche de la ville, des tentes s'installent, des familles s'y regroupent, ou ce qu'il en reste. Des mères bercent des enfants fiévreux,
Des vieillards fixent le vide comme s'ils tentaient de recoller les morceaux d'un monde explosé. Les rumeurs circulent. Certains parlent de nouvelles armes, d'un avion étrange, d'une bombe jamais vue. Les mots ne suffisent pas. On ne comprend pas. Comment comprendre ce qui n'a pas de précédent, ce qui dépasse l'imaginaire, ce qui détruit non seulement les choses, mais leur signification? Des corps continuent d'être retrouvés sous les poutres, dans les rivières, dans les décombres. Des visages sont méconnaissables. Des familles cherchent les leurs en parcourant les ruines, tenant parfois une photo, un morceau de tissu, un bracelet. La poussière ne quitte pas les rues, elle recouvre tout, elle s'infiltre partout. Elle n'est pas seulement matière, elle est mémoire, elle est ce qui reste. Et pourtant, dans ce chaos, des voix s'élèvent, des voix fragiles, rauques mais tenaces. Des survivants racontent. Ils parlent à voix basse, souvent entre eux. Par bribes, un homme se souvient du moment exact où la lumière a tout envahi. Il dit qu'il n'a pas eu peur, juste une sensation d'étrangeté, comme si le monde s'était retourné. Une femme parle de ses pas dans les ruines, de la chaleur de la terre, du goût métallique dans sa bouche. Un adolescent raconte les cris, les flammes, les mains tendues vers le ciel. Et chacun de ces récits devient un fil dans la toile de la mémoire. Une toile fragile, mais essentielle, car sans elle, il ne resterait que le néant. Le deuxième jour, la pluie tombe. Une pluie noire, lourde, épaisse. Certains la boivent, pensant y trouver du soulagement. Ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas que cette pluie est chargée de mort, invisible, silencieuse, incurable. Les jours passent. Et chaque jour apporte son lot de douleurs nouvelles. Les brûlures s'infectent, les cheveux tombent, les fièvres montent. Certains survivants meurent sans blessure apparente. Leur peau pâlit, leur souffle se raccourcit, leur regard s'éteint. Les médecins parlent de mal inconnu. Ils cherchent des causes, des traitements, mais tout leur échappe. Et malgré tout, la ville vit. Une forme de vie lente, ralentie, suspendue. Les survivants reconstruisent, un geste après l'autre. On nettoie une rue, on cuisine du riz, on répare une roue de vélo, on fabrique une canne en bambou. Chaque geste est une résistance, une affirmation de l'existence, de l'humanité. Des temples deviennent refuges, des écoles, des dispensaires. Dans un coin d'un parc, une femme plante une fleur, une seule, une tige fine, fragile, mais vivante. Autour, les enfants commencent à dessiner ce qu'ils ont vu, des maisons noires, des champignons géants, des corps couchés. Leurs dessins sont simples, naïfs, mais terrifiants. Ils deviennent archives, témoignages, mémoires. Et peu à peu, les gens de l'extérieur arrivent, des soldats, des médecins, des journalistes. Ils marchent entre les ruines, le visage fermé. Certains pleurent, d'autres prennent des photos. Mais aucun ne peut comprendre vraiment ce que ceux d'ici ont vécu, ce qu'ils vivent encore. Hiroshima devient un nom, un symbole, une énigme, une question ouverte, une tragédie racontée, répétée, traduite dans toutes les langues. Mais pour les survivants, ce n'est pas de l'histoire, c'est le présent, c'est leur peau, leurs os, leur sommeil. Ils rêvent de feu, encore, de lumière blanche, de silence, et pourtant, certains rient, faiblement, mais ils rient, d'un mot d'enfant, d'un souvenir, d'une maladresse. Le rire revient, comme un acte de survie, une résistance douce. Le temps, lui, continue. Il ne s'arrête pas. Il use les souvenirs, mais aussi les reconstruit.
Un homme reconstruit sa maison avec les pierres des ruines. Une femme ouvre une petite échoppe de thé. Un professeur donne de nouveaux cours sous un arbre. Les enfants écoutent, certains les yeux fermés. Et quand la nuit tombe, une lanterne s'allume, puis une autre, et encore une, des points de lumière dans le noir, comme des étoiles qu'on refuse d'éteindre. Hiroshima renaît, lentement, à sa manière, avec ses cicatrices, avec ses fantômes, avec son silence, mais vivante, encore, toujours. Il faut du temps pour qu'une ville se relève, et encore plus de temps pour qu'une ville se pardonne d'avoir survécu. À Hiroshima, la reconstruction n'a pas commencé avec le béton, mais avec les silences partagés, avec les regards qui se croisent sans un mot, avec les mains qui tremblent, mais qui ramassent, qui nettoient, qui recollent ce qui peut encore l'être. Au début, ce sont des gestes simples. On balaie la poussière, on redresse une pierre, on empile des débris pour tracer de nouveaux chemins. Ce ne sont pas des plans d'urbanisme, ce sont des actes de vie, une volonté muette de ne pas laisser la mort gagner tout à fait. Les arbres, eux, se taisent. Beaucoup sont noircis, brûlés jusqu'à l'écorce. Mais au pied du dôme calciné, quelque chose pousse. Un bourgeon, un ver tendre, presque timide, un ginkgo. Il a résisté. Il repousse, comme un message que personne n'a écrit, mais que tous comprennent. L'espoir ne se crie pas. Il se glisse dans les fissures. Il pousse entre les cendres. Il revient toujours. Les enfants, premiers à ressentir ce mouvement souterrain, recommencent à jouer. Entre les ruines, ils courent, ils rient parfois, sans trop savoir pourquoi. Leur mémoire est courte, mais leur énergie est puissante. Et dans leur jeu, quelque chose renaît. La ville reprend un rythme bancal, hésitant. Les marchés réapparaissent. Les odeurs de nourriture reviennent peu à peu. Le poisson grille de nouveau. Le riz cuit dans les casseroles. Les bouilloires chantent. Les sons familiers du quotidien sont comme des pansements. Ils recouvrent la douleur sans l'effacer. Dans les écoles provisoires, les professeurs enseignent sans livre, sans tableau, mais avec une intensité nouvelle. Ils savent maintenant ce que cela signifie. Transmettre avant qu'il ne soit trop tard. Transmettre pour que rien ne s'efface. Les survivants, ceux que l'on appellera bientôt les hibakusha, deviennent des figures à part. On les regarde avec respect, mais parfois aussi avec peur. Ils portent sur leur peau les traces visibles de l'invisible, des cicatrices, des brûlures, des silences. Certains tombent malades sans qu'on en comprenne la cause. Leurs cheveux tombent, leurs organes fatiguent. L'atome a laissé sa marque, lente, silencieuse, perfide. Les médecins commencent à documenter, à écouter, à comprendre. Mais beaucoup de hibakusha ne parlent pas encore. Ils gardent en eux ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Ils ne trouvent pas les mots. Ou peut-être que les mots n'existent pas, mais peu à peu, certains se lèvent, témoignent, racontent, dans des lettres, dans des livres, dans des salles d'école. Ils parlent pour que cela ne se reproduise jamais. Ils parlent pour donner un sens à ceux qui n'en avaient pas. Ils parlent pour vivre. La ville, elle, change de visage. Les bâtiments modernes remplacent les ruines. Le béton recouvre les plaies. De nouvelles rues naissent, plus larges, plus droites. Mais certains endroits restent vides, préservés, marqués. On ne reconstruit pas tout, on laisse des traces. Le dôme, resté debout malgré tout, devient un témoin, un point fixe dans la mémoire mouvante. On ne le détruit pas, on le garde, tel quel, pour se souvenir, pour expliquer, pour pleurer, parfois. À côté, un parc s'étend.
le parc du mémorial de la paix. Là où la ville brûlait, on plante des arbres, des cerisiers, des saules, des pins. On y construit des monuments sobres, silencieux, des pierres gravées, des cloches, des statues d'enfants. Chaque pierre est une prière, chaque nom une promesse. On y vient en silence, on y dépose des fleurs, on y écoute les cigales. Un musée s'ouvre. Il n'est pas là pour choquer, mais pour éclairer. Il montre les objets du quotidien figés dans le temps. Une montre arrêtée à 8h15, un vélo d'enfant, une boîte à bento tordue, et dans chaque objet, une vie, un instant suspendu. Le monde, peu à peu, tourne les yeux vers Hiroshima. Des visiteurs arrivent, des journalistes, des diplomates, des élèves, des survivants d'autres conflits. Ils viennent voir, comprendre, apprendre. Certains pleurent, d'autres restent silencieux. Tous repartent changés. Hiroshima devient un mot universel, un avertissement, un appel, un espoir aussi, car malgré tout, malgré le feu, malgré les morts, malgré l'oubli, la ville vit, elle respire, elle s'épanouit, elle refuse de se définir uniquement par ce qui lui est arrivé, elle enseigne la paix, elle cultive la mémoire, non pas comme un fardeau, mais comme un guide. Dans une ruelle, une vieille femme vend des amulettes de tissu. Elle sourit aux passants. Elle ne dit pas qu'elle était là. Elle n'a pas besoin. Son regard en dit assez. Un enfant lâche un bateau en papier sur la rivière. Il le regarde flotter lentement vers le large. C'est un geste simple, un jeu, mais dans cette ville, tout a un sens. Tout est symbole, tout est prière. Et quand la nuit tombe, les lanternes flottent encore sur l'eau. Des centaines, des milliers, des petites lumières portées par le courant. Elles s'éloignent lentement, comme des âmes tranquilles. Elles ne pleurent pas. Elles n'ont plus peur. Elles veillent. Il est tard maintenant. La nuit est tombée doucement sur Hiroshima, comme un drap léger sur une ville qui dort. Le vent s'est calmé. Les cigales se sont tues, les rues sont vides, mais ce n'est pas un vide inquiétant, c'est un vide apaisé, comme un souffle lent après une longue course, comme une respiration retrouvée. La ville, aujourd'hui, ne pleure plus. Elle n'oublie pas, mais elle ne pleure plus. Elle se souvient avec douceur, avec cette sagesse étrange que seuls les lieux brisés possèdent. Il y a des voix encore, des rires d'enfants dans les parcs, au bord des rivières, des conversations dans les trams, des soupirs, des chansons, des confidences chuchotées au creux des ruelles. La vie, simplement, elle est revenue, non pas comme avant, mais autrement, enveloppée d'une mémoire discrète, présente partout, mais jamais pesante. Chaque pierre porte en elle un silence, chaque arbre est un témoin, chaque vent qui traverse les branches murmure quelque chose à ceux qui veulent pas bien écouter. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas connu le feu, ils n'ont pas vu le ciel s'ouvrir, mais on leur raconte, on leur murmure à voix basse avec respect, pas pour les effrayer, pas pour les accuser, mais pour qu'ils sachent, pour qu'ils comprennent que la paix n'est pas une évidence, que chaque instant de calme est une victoire, que chaque éclat de rire est un trésor. Dans les écoles, les survivants, devenus anciens, viennent parfois parler. Ils arrivent lentement, appuyés sur une canne, parfois guidés par la main d'un petit-fils. Ils s'asseyent face à une classe silencieuse et ils racontent. Leur voix est douce, lente, presque effacée par le temps, mais chaque mot est un monde. Les enfants écoutent, ils n'ont pas toujours les mots pour répondre. Mais dans leurs yeux une promesse,
celle de ne pas répéter, celle de porter, à leur tour, cette mémoire, à leur manière, avec leurs mots, avec leur monde. Hiroshima n'est plus une blessure, elle est devenue une lumière, un phare tranquille, un rappel silencieux. Dans le parc du mémorial, les visiteurs se promènent souvent en silence. Ils lisent les noms gravés, ils effleurent les pierres. Ils ferment parfois les yeux, certains prient, d'autres se contentent d'être là simplement, dans la paix du lieu, et à la tombée du jour, les lanternes reviennent, des milliers de petites flammes déposées sur l'eau comme autant de vœux. Elles dérivent lentement, portées par le courant de la rivière Ota. Elles dansent, elles brillent, elles veillent. Chacune représente une pensée, un souvenir, une main tendue vers demain. Les enfants les regardent s'éloigner, les adultes aussi. Et dans ce silence, quelque chose s'apaise, quelque chose se ferme doucement, comme un livre qu'on referme avec respect. Le dôme, toujours debout, veille. Il ne parle pas, il n'accuse pas, il observe depuis son éternité de pierre et d'acier. Il regarde le ciel. Il sait désormais qu'aucun avion n'y portera plus jamais l'oubli. Hiroshima dort ce soir, paisiblement, avec ses blessures, ses renaissances, ses promesses. Elle dort comme on dort après une tempête, quand le calme revient, quand la mer se retire, quand les étoiles reviennent une à une. Et toi, qui m'écoutes encore, les yeux peut-être déjà fermés, n'oublie pas, la paix commence là, dans ce silence, dans ce souffle, dans ce souvenir partagé. Elle commence dans l'attention que tu portes à l'autre, dans la douceur de ta voix, dans la lumière que tu choisis d'allumer quand le monde semble s'éteindre. Ici s'achève notre voyage. Tu peux laisser ton esprit flotter maintenant, comme une lanterne sur l'eau. Tout est calme, tout est silence, et le silence veille. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.